1, 2, 3. Et voilà, 1, 2 et 3, et puis voilà, c'est bon. C'est bon les places, Betty? Impec. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur O2 Télé. Bonjour Hugo Frey. Bonsoir. Bonsoir, on a le plaisir de vous Oui. accueillir ici. Vous sortez à peine de votre concert puisque vous étiez sur la scène du Grand Théâtre de Provence. Un petit mot sur ce concert? Eh ben, c'est un concert de plus dans ma vie, dans une salle que je découvre, une salle qui est magnifique, avec une acoustique assez exceptionnelle, mais avec une surprise. C'est-à-dire que le réglage de l'après-midi ne correspond pas au réglage du soir. C'est toujours un peu difficile, ça. C'est pas évident. Mais heureusement que j'ai des techniciens qui sont très bons, et puis j'ai un certain métier. Mais c'est vrai que j'étais surpris. Parce que l'après-midi, on fait ce qu'on appelle la balance. La salle est vide. Et puis quand la salle est pleine, c'est plus du tout la même chose. Vous fêtez vos 50 ans de carrière. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur le public qui vous suit depuis 50 ans, 5 décennies comme vous le rappeliez? Oui, 5 décennies, oui, mais le public, c'est le même. Le monde a changé. C'est vrai que le monde de ma jeunesse n'existe plus, quoi. Ça, c'est certain que les années 60, c'est loin, quoi. C'était encore, c'était presque le début de la couleur, quoi. Il faut se souvenir que pendant longtemps, la télévision en France, c'était l'État et l'État. Toute l'échelle appartenait à l'État. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Donc là, nous avons changé et le public est plus colorié. C'est-à-dire qu'il est plus varié. Autrefois, c'était... c'est-à-dire qu'il y a vraiment maintenant... c'est assez curieux parce que le monde... On dit tout le temps que le monde se standardise. Enfin, Standardise, ouais. Oui, que tout le monde... Tout vient pareil. La mondialisation... En fait, jamais il y a eu autant de diversité. Alors, il y a beaucoup d'artistes avec des musiques différentes et beaucoup de publics habillés différemment, quoi. Et donc, là, maintenant... je réunis un peu des gens de catégories différentes en fonction de leurs âges. Mais c'est vrai que j'ai des enfants, peut-être pas ce soir. Là. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup d'enfants ce soir. Il y en avait un peu. On a vu, en attendant d'entrer dans la salle, justement, une mamie qui a amené ses arrière-petits-enfants, qui avait son petit-enfant et sa fille qui était... Voilà, ça c'est très fréquent dans mon public, la grand-mère qui amène ses enfants, qui vient avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est bien. Vous disiez sur scène tout à l'heure que vous étiez colporteur et métisseur de culture. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? Ben oui, parce que, vous savez, la chanson française, j'entends ça tout le temps, ça me fait un peu sourire, quoi. Moi qui suis je suis, sans faire de l'angélisme, je suis comme beaucoup de gens, je rêve de la paix dans le monde. Et la paix dans le monde, elle ne se fera pas du jour au lendemain dans un monde où tout le monde parle une langue différente, avec des religions qui, au lieu de se rassembler, se séparent, se divisent. Il faut donc faire un maximum de rapprochement. Et le métissage est une forme de rapprochement inévitable. Et le colportage permet le métissage. Moi, j'ai ramené des rythmes et un style de la musique mexicaine, j'ai ramené de la musique cajun, j'ai ramené du blues, j'ai ramené de la chanson américaine. Et tout ça m'a valu plus des critiques de la part de l'intelligentsia plutôt que des compliments. C'est assez curieux. Oui, pourquoi en fait? Parce que, je ne sais pas, parce que moi j'ai le courage de dire que vraiment que j'ai traduit une chanson américaine, alors que beaucoup d'artistes s'inspirent, mais ne lisent pas. Ne donnent pas leurs origines, les racines de leur musique. Mais par exemple, je le dis pour les anciens, que pendant longtemps, en chansons françaises, on pensait à des chansons qui ont fait chanter la France entière, comme j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Ben, c'est une chanson italienne, ça les gens ne le savent pas, c'est Tornerai. Et vous avez une chanson que je chantais quand j'étais tout petit garçon, c'est voilà les gars de la marine, quand on est à l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux, partout, du Chili jusqu'en Chine. Les gars de la marine, c'est une chanson allemande, ne vous en déplaise. Et bien sûr, je savais pas, ouais. La chanson française, c'est une chanson
de rassemblement d'émigrés. Francis Cabrel est d'origine italienne, Georges Brassens est d'origine italienne, Édith Piaf est d'origine italienne, Yves Montand est d'origine italienne. Est-ce que je peux m'arrêter là? Oui. Voilà, il faut s'ouvrir, il faut prendre le monde comme il est. Et il faut, dans sa diversité. Voilà, dans cette diversité, eh bien moi, en traduisant Bob Dylan, j'ai fait un travail de culture tout à fait important, déterminant, qui a permis à des gens comme Renaud de chanter de la poésie avec des rythmes de rock pratiquement, comme Francis Cabrel. Ça, je revendique ça, et absolument je le revendique parce que, par exemple, il n'existe pas, c'est un petit truc que je vous dis, il n'y a pas à la SACEM une reconnaissance pour les gens qui ont fait des adaptations et des traductions. Voilà, il n'y a pas de droits qui sont reconnus en fait. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix pour la meilleure traduction, la meilleure adaptation. Et que serait la culture française, comme j'ai dit sur scène, s'il n'y avait pas eu des gens pour traduire Edgar Poe, Shakespeare, Tolstoï, Cervantes, etc., etc. Et justement, quel regard portez-vous sur la chanson française aujourd'hui? Eh bien, elle est plurielle, elle est diverse, mais si vous écoutez bien, elle est très très fortement marquée par cette révolution formidable qui a été l'apport de toute la culture musicale des Blacks. Je dis les Blacks parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant. J'aime pas trop les mots à la mode. Mais je veux dire que tous ces gens, enfants d'esclaves, enfants de la déportation la plus épouvantable de l'humanité, quoi. Plus de 20 millions d'êtres humains déportés qui sont morts dans des conditions atroces. Ils ont créé une musique au contact de nous, de notre civilisation. Ces gens qui venaient d'Afrique, au contact des prêtres catholiques et des pasteurs protestants. Ils ont créé d'abord une musique qui était le gospel, qui leur permettait de survivre dans des conditions atroces. Et puis, il y a eu des branches qui se sont créées, le blues. Et puis après, ils ont influencé la musique country, ils ont influencé toute la musique américaine. C'est considérable, ça. Et aujourd'hui, réponse pour la chanson française, ben, ils en sont imprégnés, quoi. Oui, tous. Ça sent alors, encore bon, ben, moi, il y a plein de jeunes qui ont du talent, mais moi, je connais plutôt la génération d'avant, Renaud, Souchon, Cabrel. Parce qu'il arrive à un moment, c'est un peu comme un être humain, c'est un peu comme un grenier. Il entasse, puis à un moment, il n'y a plus de place. Alors aujourd'hui, j'entends des jeunes, mais d'abord, on ne dit plus les noms à la radio, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a la pub qui passe et il y en a beaucoup, on entend des disques, on ne sait pas qui c'est. Alors j'entends des trucs formidables, je ne sais pas qui c'est. Donc il faut que me pardonnez. Benabar, Aldebert et oui, toute oui, sa oui. génération. Moi, je sais que Benabar fait certainement parmi de ceux qui me sont les plus sympathiques parce que il a une gentillesse. Il n'y a pas de prétention dans son. Je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout intéressé par le rap parce que il y a trop de violence dans le rap. Vous pensez que ça fait partie de la chanson française? Ça réunit plusieurs styles, justement? Ben, je pense que c'est une mode. Franchement, c'est une mode, c'est comme le tag. Mais bien sûr qu'ils ont des choses à dire, bien sûr. Ça sert à rien de les dire avec tellement de violence, avec tellement de brutalité, d'agressivité. Qui retranscrivent pas une certaine violence qu'ils subissent dans la vie. Oui. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça. Je pense que à la violence, il faut pas répondre par la violence, quoi. Il faut avoir la force de répondre justement par la douceur. Je pense que... Non, enfin bref. Bref, non, je ne saurais pas vous dire. Et puis alors, il y a cette confusion un petit peu avec, dans le rap et le slam avec la poésie. Alors là, et est-ce que... Rimbaud nous a donné quelques indications sur la poésie, quoi. Il en a écrit quelques-uns entre l'âge de 15 et 20 ans, puis à 20 ans, il a dit stop. La poésie, c'est chanter, c'est pas parler. C'est chanter aujourd'hui. Celui qui n'a pas compris ça. Alors ce retour à la poésie parlée, où il n'y a pas de cadence, où il n'y a pas de rime, c'est pas raisonnable ça.
pas raisonnable. Est-ce que vous pensez que l'industrie du disque, elle permet encore cette diversité dont vous parliez, ou est-ce que ça standardise plus les choses? Pas du tout, non, je crois pas du tout. Il y a beaucoup de... aux États-Unis, on entend des tas de gens qui sont bourrés de talent et très divers. Puis il y a des tas de gens qui aiment le rap, qui aiment le slam. Bon, bah, ils ont le droit d'en faire. Mais ce que je veux dire, c'est que... vous voulez dire le problème industriel de... Oui, est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans certains standards pour pouvoir accrocher une major? Non, il y a de la musique. Vous avez des gens qui sont même pas des artistes, qui sont des... Je sais pas comment on appelle ça, qui font avec des disques, là, comment vous appelez ça? Comment on appelle ça? Des disques jockeys. Des DJ, quoi. Merci Audrey. Bah, qui arrivent à devenir des vedettes, que c'est quand même un peu lamentable, ça. En faisant des collages, des montages, mais... L'art moderne et comme la boîte de Pandore, on a ouvert, lorsque Marcel Duchamp a accroché un urinoir sur un mur en disant que c'était une œuvre d'art, les gens n'ont pas compris que c'était une farce. Les gens n'ont pas compris que le surréalisme, c'était une blague. Il fallait pas prendre ça au sérieux, il fallait rigoler. Mais Breton et Aragon ne rigolaient pas de ça, ils ont pris ça au sérieux, quoi. Je veux dire que quand vous lisez Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, vous dites, bon, ça va, j'ai compris, on arrête, quoi. Maintenant, soyons sérieux. Donc, à partir du moment où vous accrochez un urinoir sur un mur en disant, un urinoir qu'on achète dans un magasin, que c'est une œuvre d'art, eh bien, on peut se permettre de tout faire, donc de coller des bouts de musique, les uns à côté des autres, de faire passer ça avec un peu de bière, un peu de drogue. Les gens dansent comme des fous, quoi. Ils se tuent en voiture après, et puis voilà, et puis après on dit quoi. Tout ça n'est pas raisonnable. Et justement, alors quelle place est-ce que vous pensez, quelle place a l'artiste dans la société? Quel rôle il joue dans la société, l'artiste? Moi, je crois qu'il doit mettre de l'ordre dans le désordre et du désordre dans l'ordre. C'est le rôle, c'est-à-dire qu'il doit toujours être dans l'opposition d'une certaine manière. Mais trop de désordre, c'est insupportable. C'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a plus d'organisation, quoi. On peut faire n'importe quoi. Je vais choquer peut-être ceux qui regardent cette émission en vous disant, vous savez qu'il y a un artiste quand même, j'en prends un exemple, qui expose ses excréments dans une boîte de conserve. Vous savez ça, quoi. Bon, la phase suivante, c'est la bombe atomique. Parce que quand on se permet de faire des choses pareilles, ça veut dire qu'on est arrivé à un tel point de décadence, pour qu'il y ait des gens qui considèrent ça comme une œuvre d'art, c'est que après ça, il y a le retour de bâton, c'est un dictateur qui vient et qui vous dit maintenant ça suffit comme ça, et il vous met une bombe dessus. C'est forcé. Alors moi je peux pas, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'artiste, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre. Parce que le monde est en désordre. Mental, les experts aujourd'hui ne connaissent plus rien. Vous voyez ce qui vient de se passer. Un psychiatre qui fait l'expertise d'un malade, il dit il est guéri, il a assassiné une petite fille il y a X années, bon ben maintenant il est guéri, on lui donne son billet de sortie. Il sort et il assassine une bonne femme. Qui c'est qu'il faut mettre en prison? C'est pas le fou. Le fou, il est fou, il faut le mettre dans un hôpital. Mais l'expert qui a dit qu'il était guéri, il faut le mettre en prison pour non-assistance à personne en danger. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. Alors, dans une société qui accepte ça, ça veut dire que la décadence est tellement forte qu'il va falloir... Le retour de bâton, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être que je ne la connaîtrai pas, mais que ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais justement, l'artiste, est-ce qu'il n'est pas là aussi pour réveiller, faire prendre conscience et oui, c'est ce que je s'engager? C'est ce que je fais quand je chante un petit peu ce soir, mais jamais de mettre l'huile sur le feu, parce qu'il y en a déjà assez de feu. Il y en a déjà assez. Ça ne sert à rien d'aller exciter les foules en leur disant... et offrir une autre vision du monde à travers... Oui, enfin, on est là. On est quand même assez nombreux autour de gens comme Nicolas Hulot pour dire... étant naturellement optimiste, je suis pessimiste par raison, parce que je me rends compte que le danger est très grand, et aussi bien par la pollution, mais vous avez pensé déjà à la pollution mentale, la pollution sonore, ça existe aussi. On parle des yaourts synthétiques, ou j'en sais rien, moi.
L'aspartame. Oui, mais on ne parle pas des lectures. Là, on vient de vivre un truc terrible, quoi. En ce moment, on vit un truc terrible, où un type écrit un livre sur une forme de décadence terrible. Ça fait tout un pataquès. Quand le livre est sorti, personne n'a rien dit. Ça veut dire qu'on était vraiment, vraiment sourd ou aveugle. Moi, je pense qu'on peut très bien reconnaître ses erreurs et pardonner à celui qui a fait ses erreurs. Mais à ce moment-là, il ne faut pas s'enrichir avec ses confessions. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans un domaine. Tout ce que ce livre a pu rapporter, il faut le donner aux associations qui luttent contre la prostitution des enfants. Je suis clair là-dessus ? Oui, très clair. C'est bon. Et justement, pour finir l'interview, est-ce que vous pouvez nous parler de votre album qui est sorti en 2009 ? C'est un petit mot. C'est un album de respect, d'hommage. Il n'y a aucune chanson dévastatrice. Il y a une chanson qui était difficile à traduire, mais que j'ai fait quand même. C'était la chanson. Le disque, c'était un hommage à Bob Dylan. Il y a 11 duos. Il y a Johnny Hallyday, il y a Eddie Mitchell, il y a Francis Cabrel, il y a Laurent Voulzy, Souchon, il y a Carla Bruni, il y a Jane Birkin, il y a Peps Lavillier, il y a Didier Vampaz et Oasis Diop, sénégalais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce disque ? Un hommage et un remerciement pour l'œuvre de Bob Dylan, donc traduit en français. La seule chanson qui pouvait prêter à confusion, c'est la chanson qui s'appelle « Everybody Must Get Stoned ». Tout le monde un jour peut être drogué, que je ne pouvais pas traduire comme ça parce que c'est pas mon genre. Alors j'ai joué, comme c'est une chanson, il y avait beaucoup de jeux de mots. Intraduisible, j'ai choisi moi-même de jouer sur les mots et je dis « Tout le monde un jour s'est planté ». Il arrive à tout le monde de faire une erreur. Mais je joue un peu sur les mots, mais je n'incite pas, en tous les cas, je ne redoute pas la critique qui me dira « Vous avez incité la jeunesse à se droguer ». Pas du tout. Je dis simplement « Tout le monde un jour s'est planté ». Il y en a qui se sont plantés sur une route, défoncée. C'est la route qui était défoncée. Il y en a un autre qui s'est planté sur une ligne. RATP, parce que il voulait prendre le métro et puis il s'est trompé de ligne. Voilà. Mais les chansons de Bob Dylan ont toujours été des chansons d'un humaniste, d'un philosophe humaniste, jamais incité à la guerre. Il a lutté contre la guerre, mais il a eu le courage de prendre du recul quand il a vu les boat people qui partaient du Vietnam et qui risquaient leur vie sur des bateaux attaqués par des pirates. Des milliers, des centaines et des milliers et des millions de gens qui fuyaient les communistes du Vietnam. Donc la guerre contre laquelle Dylan a lutté, la guerre du Vietnam, il y a un moment où il a compris que c'était pas une guerre impérialiste, que c'était une guerre, on est pour, on est contre, mais c'était une guerre qui devait également protéger ceux qui ne voulaient pas l'invasion chinoise marxiste. Et aujourd'hui, si vous voulez, Bob Dylan... Vous lui donnez un statut particulier, vous l'avez rappelé pendant son concert. Oui, il n'est ni de gauche ni de droite, il est ni pour ni contre les choses, il traite sujet par sujet, et quand il s'aperçoit que le sujet a changé, il change. C'est pas un dogmatique. C'est ça le point commun que nous avons. Merci beaucoup, Hugo Frey. Il était bavard, mais ça valait le coup. Hein. Ouais, on nous a dit de faire court, alors j'espère que ça va aller. Non, parce que vous m'avez pas fait venir pour dire des niaiseries, donc j'ai pas dit des niaiseries. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Voilà. Allez, les filles. À bientôt. À bientôt. Merci.